Bonjour à tous, gens du public, également aux gens de la TV communautaire, ainsi qu'aux journalistes, Mme Tremblay, M. Scarpino, M. Mercier. Alors, juste question d'intendance, ce soir, nous n'avions pas d'assemblée d'ADLO, alors on n'avait pas de sujet. Donc, on passe immédiatement à l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville-de-la-Tuque, ce 18 août 2020 à 19 h. Alors, peut-être quelques consignes. En fait, on vous demande, si vous avez à vous déplacer dans la salle, même jusqu'au micro pour les questions, de porter le masque, s'il vous plaît. Et si vous allez à l'extérieur ou encore aux toilettes, c'est la même chose. Par contre, assis, les gens n'ont pas l'obligation de porter le masque. Pour les gens qui nous écoutent également au niveau de la télé communautaire, donc s'il y a du questionnement, alors je vous rappelle les numéros et l'adresse web. Donc le téléphone pour nous rejoindre, parce qu'il y a une préposée qui va prendre vos appels, c'est le 819-676-5091, soit la ligne InfoService, donc le 676-5091. Et Mme Landlet va nous faire parvenir la question en tant que telle aux périodes de questions, mais je vous l'annonce d'abord là, tout de suite, là, avant la fin de l'Assemblée. Et pour ceux qui ont le web, bien, vous pouvez adresser également votre question à conseil@ville.latuc.qc.ca. Donc, je répète, c'est conseil@ville.latuc.qc.ca. Alors, ça terminait le mot de bienvenue. On va passer au point 2. Alors, à l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Tout le monde a des lettres, a les feuilles? Mais je pense qu'on a des modifications, M. le greffier. Quelques modifications ce soir, effectivement. Donc, on va remplacer l'item 10.1 par le rejet des soumissions concernant le déblaiement de la neige pour le secteur 1. On va ajouter un item à l'item 10.11.1 qui est une demande d'autorisation pour présenter un certificat d'autorisation auprès du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques concernant le projet du poste de transbordement. Et on va retirer les items 12.7, 12.8, 12.9 et 12.10 qui sont des adjudications et rejets en lien avec le projet de mise à jour au niveau du complexe culturel. On poursuit certaines analyses pour présenter au Conseil le 15 septembre prochain nos recommandations vis-à-vis ce projet-là en lien avec les différentes adjudications qui étaient prévues pour ce soir, mais on les retire de l'ordre du jour. Donc, ça compléterait les modifications, M. le maire, apportées à l'ordre du jour de l'Assemblée de ce soir. Si ma mémoire est fidèle, on rejette aussi, du moins on a remplacé 10.1, le déblaiement de la neige, donc on n'y va pas avec l'acceptation des contrats, puisqu'il y avait un dépassement de coût de plus de 19 %. Tout à fait, c'est exact. Donc, on procéderait ce soir, si le Conseil l'accepte, le rejet de la soumission au lieu de l'adjudication. Alors, les confrères sont d'accord? Je ne vous vois pas, là, mais oui. Ça va pour l'ordre du jour? Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Je vais le proposer. M. Manta. Appuyé. Jean Duchesneau. M. Duchesneau. Alors, on va y aller avec le point 3, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 21 juillet 2020. Et l'adoption, on va y aller, c'est une proposition, je pense que c'est une résolution pour chacun. Hein? Alors, on va y aller avec le procès-verbal du 21 juillet d'abord. Est-ce qu'on a des modifications? Tout le monde est d'accord? Conforme. Oui. Alors, proposé par? Proposé. Je n'ai pas juste à me nommer. René. René. M. Mercure, secondé par? Je vais seconder. Le secondé. M. Manta. Alors, adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 11 août 2020. Est-ce qu'on a des modifications? Ça va? Donc, proposé par? Proposé. M. Chagnon. Appuyé. Et M. Martel.
Alors, pour les suivis au procès-verbal, pour celui du 11 août, on n'en a pas. Pour celui du 21 juillet, de mémoire, je me souvenais qu'on avait une question de monsieur, je pense que c'est Claude, son prénom, Claude Philibert. Claude. Alors, monsieur Philibert a posé la question à savoir, est responsable de l'organisme Trois-Raquettes. On sait qu'on a connu une mésaventure avec le feu du Camp Bleu, qui est situé tout près de la côte de ski. Il y avait des frais là, importants de l'ordre de plus de 20 000 en ce qui a trait à la perte de ce chalet-là. Alors, il a fait une demande à la Ville pour subventionner le chalet en tant que tel. Et je sais, pour nous avoir informés lors de la période des questions, il est aussi sur le site GoFundMe pour ramasser de l'argent, en fait, pour le dédommager de l'incident en tant que tel. Je sais qu'il y a eu aussi des argents de différents autres organismes, dont la députée également provinciale. Alors, en réponse à M. Philibert, on sait que l'organisme, avec le temps, avait fait une demande à Ville de la Tuque pour être sur ce qu'on appelle la mutuelle d'assurance. Alors, c'est une mutuelle d'assurance à Ville de la Tuque qui est disponible pour les différents organismes communautaires, entre autres. Et l'organisme, en tout cas des Trois-Raquettes, pouvait être éligible aux assurances. Alors, je sais qu'il y a une demande qui a été initiée par le club en tant que tel, le club des Trois-Raquettes, et sûrement qu'ils vont être dédommagés par rapport au camp. De l'ordre de combien, ça, je l'ignore. J'imagine qu'ils sont en démarche. Ce n'est pas à moi à m'assurer ou à ne pas m'assurer des montants d'argent, mais je sais que de ce côté-là, ils profitent de ce privilège-là ou de cet avantage-là. Donc, pour nous, on va attendre le retour que nous fera M. Philibert à l'effet de voir s'il a été dédommagé en ce qui a trait à la demande pour le chalet bleu, donc le refuge sur la montagne. Alors, c'est le retour que je me devais de faire ce soir, M. Claude Philibert. Il n'y avait pas d'autres suivis, donc je vais terminer le point 3. On va aller au point 4, correspondance et information. Donc, correspondance de la députée de La Violette Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, financement du projet de solution Ambra pour le projet d'enfouissement de la fibre optique et du filage électrique sur la route 155 Nord. Monsieur le greffier. Oui, donc c'est une correspondance qui fait suite à une correspondance de la direction générale, M. Marco Letiec, qui est adressée à Marie-Louise Tardif, qui est députée de La Violette Champlain. C'est une lettre qui lui a été transmise le 23 juillet concernant le projet d'enfouissement de la fibre optique et du filage électrique, route 155 Nord, avec la firme Solution Ambra. Je vous lis en partie la lettre qui lui a été adressée pour ensuite procéder à la correspondance de Mme Tardif. Donc, bonjour, Mme Tardif. La présente fait suite à l'annonce du gouvernement du Québec qui confirmait un financement à la hauteur de 70 % du projet d'enfouissement des fils électriques déposé par Solution Ambra. À ce jour, il manque un montant de 775 000 $, soit 30 % du financement pour compléter le montage financier du projet du promoteur pour que celui-ci puisse aller de l'avant. Ville de la Tuque a validé avec les différentes possibilités avec les fonds verts au gouvernement du Québec, avec un promoteur privé, soit Hydro-Québec, et les réponses s'avèrent négatives. Nous poursuivons nos démarches pour finaliser le financement, car le dossier est urgent et le promoteur désire faire les travaux en septembre. Il faut donc compléter le montage financier très rapidement. Par la présente, nous vous interpellons pour nous aider à trouver le financement manquant pour ce projet prioritaire pour l'ensemble des citoyens de l'agglomération de la Tuque et pour assurer la sécurité des usagers de la route 155 Nord qui relève de la compétence et de la juridiction du gouvernement du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Donc, c'est une correspondance adressée à Marie-Louise Tardif et c'est signé par le directeur général de Ville-la-Tuque, M. Marco Letiec. Donc, c'est une correspondance, comme je vous mentionnais, qui est datée du 23 juillet. Donc, je vous lis présentement la correspondance de Mme Tardif, datée du 4 août dernier, adressée au directeur général, signée par la députée de La Violette Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif. Donc, M. Letiec, j'ai pris connaissance de votre lettre datée du 23 juillet dernier,
Ainsi, je vous confirme que chacun de notre côté, Ville de la Tuque et moi, ayons fait des démarches afin de trouver du financement pour compléter le montage financier du projet du promoteur Solutions Ambra. En effet, depuis le 21 mai, nous faisons des vérifications et des demandes à divers endroits. Aussi, je tiens à vous confirmer que mes démarches de financement ne sont pas terminées. Ce projet est, vous le savez, primordial et doit être réalisé en respect de l'échéancier prévu. Donc, soyez donc assurés que je poursuis mes efforts. Veuillez, Monsieur le Directeur général, accepter mes meilleures salutations. Et c'est signé Marie-Louise Tardif, députée de La Violette-Saint-Maurice. En fait, quelques mots pour vous dire que c'est un dossier qui est très important. C'est que la route 155 Nord, entre, pour le dire, l'intersection ou la fourche du lac Édouard jusqu'au lac Bouchette, lac des Commissaires plus précisément, il va y avoir l'installation de 4 tours par la compagnie Bell. Cependant, c'est des tours qui, non seulement on va rajouter de la fibre optique, mais qui demandent aussi de l'électricité. Alors, actuellement, il n'y a pas de gouvernement ou il n'y a pas de programme au niveau des différents gouvernements, ni provincial, ni fédéral, qui font en sorte, en partie, là, qui paieraient totalement la somme, qui était un projet de 2,5 millions au départ, pour enfouir un fil électrique pour desservir ces 4 tours-là. Ça, je vous dirais, c'est un problème qui est connu depuis belle lurette, là, pour ne pas dire 2016-2017, mais pour lequel on a tenté d'avoir de différentes places pour financer à partir, parce qu'on prétend, nous, bien que ce soit dans l'agglomération de la Tuque, ce n'est pas aux citoyennes de Ville de la Tuque, de payer pour les services sur la route. Les programmes font en sorte qu'ils vont payer le service aux communautés, aux différentes municipalités qui constituent l'ADLO, aux différentes hameaux également. Il y a des coins où on va desservir jusqu'à Parent, même la fibre optique va se rendre jusqu'à ces endroits-là. Par contre, sur la route, on est plutôt à penser que c'est au gouvernement, c'est de la sécurité publique, donc à défrayer ces coûts-là. Alors, comme ça ne répond pas à l'heure actuelle à aucun programme, on a encore fait appel aux 2 paliers de gouvernement, soit le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, parce qu'on ne veut pas prendre de retard dans ce dossier-là, parce que, comme on le sait, la plupart des tours actuellement sont en construction, pour ne pas dire à des endroits terminés, vont être desservis bientôt par la fibre optique. D'ailleurs, la fibre optique a commencé à être passée sur la route 155 Nord. C'est important de vous le rappeler. Ça va drôlement bien dans ce dossier-là. Il n'y a pas trop de retard. Alors, on espère toujours une mise en service des différentes tours pour 2021. Cependant, on le répète, on le dit, c'est toujours une somme de 775 000 $ qui manque pour l'enfouissement du fil électrique. On a même vérifié avec Hydro-Québec dernièrement, comme c'est d'ordre privé le projet, bien, Hydro-Québec n'embarque pas dans du financement privé, mais le fait de façon publique. Alors, écoutez, c'est là qu'on en est. Donc, on continue de poursuivre les démarches de façon à ce qu'on puisse desservir éventuellement les 4 tours sur la route 155 Nord. Alors, ça termine le point de correspondance et information. Maintenant, au point 5, rapport des permis de construction pour le mois d'août 2020, soit 221 permis pour une valeur de 1 850 537. Donc, comme vous l'avez dit, au niveau de l'émission des permis de construction pour le mois de juin, on compte 221 permis pour une valeur de 1 858 537. Comparativement au mois de juillet l'an dernier, on en comptait 174 pour une valeur de 4 260 858. Donc, au niveau de l'écart pour les mois de juillet 2019 versus 2020, 47 permis d'émis de plus que l'an passé et un écart négatif de 2 402 321 $. Au niveau du cumulatif jusqu'à maintenant, pour l'année 2020, 793 permis ont été émis pour une valeur de 11 446 064 $. Comparativement à ce même cumulatif l'an passé, 841 permis avaient été émis pour une valeur de 13 176 476 $. Donc, on a un écart de 48 permis d'émis de moins que l'an passé et un écart négatif de 1 730 412 $. Merci, M. Greffier. Alors, on y va avec la direction générale, 6.1.
Autorisation de signature, renouvellement de 6 contrats d'intégration au travail pour le plateau de travail et ajout d'un nouveau contrat, soit la désinfection COVID-19 qu'on a appelé, par CEMO Emploi Québec. Oui. Donc, attendu que ce conseil désire renouveler le contrat d'intégration au travail de 6 personnes via un programme d'Emploi Québec, attendu qu'il y a lieu d'embaucher une ressource supplémentaire afin d'assurer des mesures sanitaires supplémentaires dans les immeubles de la Ville de La Tuque en raison de la pandémie COVID-19, selon les recommandations de la santé publique. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise la directrice des ressources humaines à signer pour le nom de Ville de La Tuque avec le service externe de main-d'œuvre, soit le CEMO Emploi Québec, les ententes relatives à la gestion du renouvellement du contrat d'intégration au travail pour l'année 2020-2021, soit du 30 août 2020 au 28 août 2021, pour les 6 employés suivants, donc Paul Bédard, René Cossette, Marie-Josée Lavoie, Stéphanie Moisan, Suzanne Pomerleau et Marc Smith, et que ce conseil autorise également la directrice des ressources humaines à signer pour le nom de Ville de La Tuque avec le service externe de main-d'œuvre le contrat d'intégration au travail pour l'embauche de l'employé Mme Michèle Gingras pour la période du 26 juillet 2020 au 24 juillet 2021. Alors, proposé par, Je vais j'ai seconder. entendu M. Martel et M. Manta. J'aimerais en profiter pour saluer ces gens-là qui travaillent au plateau de travail en tant que tel. Le petite base est située près de l'aéroport de Ville de La Tuque. C'est des gens, on renouvelle le contrat annuellement. Alors, c'est des gens qui travaillent fort. Alors, je tiens au nom du conseil de les saluer et de les offrir nos meilleurs, en tout cas, nos meilleurs vœux pour la prochaine année aussi, mais du fait aussi des remercier pour le travail qu'ils accomplissent pour Ville de La Tuque. C'est des gens qui sont importants pour l'organisation. Alors, on y va avec le point 6.2. Autorisation de signature, entente, accord de contribution avec le programme Soutien à la personne handicapée en route vers l'emploi, ce qu'on appelle le programme SPHERE. Attendu que ce conseil désire soutenir les démarches de recrutement atypique afin de pallier au manque de main-d'œuvre sur le marché de l'emploi, attendu qu'une candidature pour un poste de col bleu occasionnel s'est démontrée admissible au programme de soutien à la personne handicapée en route vers l'emploi. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise la directrice des ressources humaines à signer pour le nom de Ville de La Tuque une entente avec le programme de soutien à la personne handicapée en route vers l'emploi pour l'embauche de l'employé M. Steve Denomé pour la saison estivale 2020 et ultérieure aux besoins. C'est assez clair. Proposé par Bellepoix. M. Mercure et secondé par Je vais l'appuyer, Jean Duchesneau. Je vais seconder. M. Duchesneau. Alors, je vais finir par te nommer, Eric, sois pas inquiète. Il y a un décalage. C'est tes problèmes électriques. Alors, fidèle à nos habitudes, chaque point, le greffe, trésorerie, travaux publics, donc on a des responsables à Ville de La Tuque qui sont les conseillers, donc qui se proposent à l'intérieur de le comité de faire le suivi des différents points. Alors, je vais laisser pour le greffe M. Duchesneau faire la suite et proposer chacun des items. Merci. Alors, à 7.1, on a la nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur le greffier. Oui, attendu qu'en vertu du règlement 1000-205-2018 constituant le comité consultatif d'urbanisme, la durée du mandat des membres du comité est fixée à 2 ans, attendu que le mandat des membres actuels vient à échéance le 31 août prochain et que l'ensemble de ceux-ci ont exprimé leur volonté de renouveler leur mandat. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal désigne les représentants suivants, soit Mme Lucie Fortin, Messieurs Alain Garceau, Pierre Lesage, Jean Scarpino et Serge Moisan, au sein du comité consultatif d'urbanisme pour un terme de 2 ans, et ce à compter du 1er septembre 2020, et que ce conseil municipal désigne M. Jean Duchesneau à titre de président du comité consultatif d'urbanisme. Merci. Alors, ça va nous prendre un proposeur et un secondaire pour... Je vais seconder. Proposé par M. Martel, appuyé de M. Roger Mantard. Merci.
Prochain item, c'est les dérogations mineures. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui sont interpellés par ces dérogations et qui ont des commentaires à apporter, vous serez invités à vous approcher au micro, bien sûr. Alors, on y va avec la première, à 7.2, la demande de dérogation mineure 2020-019 au 54 rue Iberville. Oui. Attendu l'avis public paru sur le site Web, attendu que la dite demande consiste à permettre la construction d'un garage avec un toit de type mansarde plutôt qu'un toit à 2 versants tel que requis par la réglementation actuelle, attendu l'avis défavorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2020-19 soit acceptée ou refusée. Alors, je vais me faire le proposeur pour refuser cette demande et ça va me prendre quelqu'un pour appuyer. J'appuie. Appuyé par Luc Martel. Merci. À 7.3, c'est la demande de dérogation mineure 2020-021 au 3951 rue des Tilleuls. Oui. Attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge avant de la maison à 3,17 mètres, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2020-21 soit acceptée ou refusée. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande de dérogation. Je vais seconder. Appuyé par M. Roger Mentard. Merci. Prochain item à 7.4, demande de dérogation mineure 2020-022 au 3 rue Bourgeois. Attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge avant de la maison à 5,83 mètres, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2020-22 soit acceptée ou refusée. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande de dérogation. L'appuyer. Et appuyé par M. Martel. Prochain item, 7.5, demande de dérogation mineure 2020-023 au 95 chemin de la rivière Croche. Oui. Attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge latérale du garage à 0,82 mètres, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. En conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2020-23 soit acceptée ou refusée. Alors, je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande et ça va me prendre quelqu'un pour appuyer. Je vais en retirer, c'est mon neveu. Ah, OK, je vais seconder. Roger Mentard. Appuyé par Roger Mentard. René Merci de la précision, M. Mercure. Non, Genius, C'est correct? Oups, excusez, je viens de perdre l'écran. Excusez-moi, on va y revenir. Ça ne sera pas long. J'y arrive. il y a un bug. Ça arrive qu'on s'accroche les doigts. Ça me donne le temps de prendre une gorgée. Je veux que tu fasses un petit bout de Non, ben, je suis à 7.6. 7.6, j'y arrive. À 7.6, demande de dérogation mineure 2020-024 au 514 de la rue des Biens. Oui, attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge avant de la maison à 4,12 mètres, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. En conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2020-24 soit acceptée ou refusée. Merci. Je vais faire le proposeur pour accepter cette demande de dérogation. Et ça va me prendre quelqu'un, bien sûr, Secondé. appuyé par Roger Mentard. Merci. À 7.7, c'est une demande de dérogation mineure 2020-025 au 16 rue La Flèche. Attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à permettre une occupation au sol en bâtiment accessoire de plus de 12 % de la superficie du terrain, afin de permettre la construction d'une remise de 30 mètres carrés, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. En conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2020-25 soit acceptée ou refusée.
Alors, je vais me faire le proposeur encore pour accepter cette demande. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Martel. Prochain item à 7.8. Demande de dérogation mineure 2020 numéro 026 au 3941 boulevard du Charme. Oui, attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge latérale de la maison à 1,81 m, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2020-26 soit acceptée ou refusée. Alors, je vais me faire le proposeur aussi pour accepter cette demande, Je vais seconder. appuyé par Roger Mentard. À 7.9, c'est une demande d'occupation du domaine public permanente de l'immeuble situé au 744 de la rue Réal, fait par M. Pierre Lachapelle. Oui, attendu qu'une demande d'autorisation d'occupation du domaine public à titre permanent de l'immeuble situé au 744 rue Réal a été déposée à la Ville par M. Pierre Lachapelle afin de régulariser un empiètement sur la propriété municipale, soit sur la rue Réal, tel qu'apparaissant au certificat de localisation préparé par l'arpenteur géomètre, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la Ville ne subit aucun préjudice. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise de façon permanente l'occupation du domaine public afin de régulariser l'empiètement du muret sur le lot 5 330 127, qui est la rue Réal, et que les frais inhérents à la demande soient fixés à 1 000 tel que prescrit par le règlement. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande d'occupation du domaine public. Et bien sûr, ça me prend quelqu'un pour l'appuyer. Je vais seconder. Appuyé par René Mercure. À 7.10, c'est une autorisation de demande de rénovation d'immeubles situés au 556 rue Commerciale, les immeubles Guy Marcoux, pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, attendu qu'une demande de rénovation de l'immeuble situé au 556 rue Commerciale, propriété des immeubles Guy Marcoux incorporés, représenté par M. Gaétan Gagnon, consiste à permettre la deuxième phase du projet qui est de repeindre l'extérieur du bâtiment, attendu que cette demande doit recevoir l'accord des autorités municipales en fonction des exigences du plan d'implantation et d'intégration architecturale, soit le PIA, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accepte le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par les immeubles Guy Marcoux incorporés concernant l'immeuble situé au 556 rue Commerciale. Merci. Alors, je propose l'acceptation de ce projet de rénovation. Je vais seconder. Appuyé de Roger Mentard. Merci. Alors, le prochain item, je passe la parole à M. le maire. Alors, 7.11, dépôt. Lettre de démission de la conseillère du district numéro 6, soit le district de l'aéroport, Mme Caroline Bérubé. Dans un premier temps, avant de faire la résolution concernant l'avis de vacances, je vais vous lire la lettre en tant que telle. Donc, c'est une lettre qui est datée du 10 août dernier, adressée au directeur général, M. Marco Letiec, l'objet démission. Donc, Monsieur le directeur général, je vous annonce par la présente que je prends la décision de démissionner de mon poste de conseillère municipale du district numéro 6 au sein du conseil municipal de Ville-de-la-Tuque. Veuillez noter que c'est une décision personnelle et effective dès maintenant. Merci de bien vouloir accepter ma démission et je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées, signée Caroline Bérubé. J'ai reçu personnellement la lettre le 10 août dernier à 16 h et on lui a remis une copie en présence du maire datée de cette heure et de cette date-là exactement. Donc, c'est la lettre en tant que telle. L'avis de vacances suit. Au niveau de la résolution, donc, attendu le dépôt par le greffier de la lettre de démission de la conseillère du district numéro 6, aéroport, Mme Caroline Bérubé, en date du 10 août 2020. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal prend acte du dépôt de la lettre de démission de la conseillère municipale, Mme Caroline Bérubé, dont le mandat a pris fin le 10 août dernier, que le greffier avise par la présente le conseil municipal de la vacance du poste en vertu de l'article 333 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités et qu'en vertu de l'article 339 de cette même loi,
le président d'élection doit, dans les 30 jours de l'avis de vacances, doit compter d'aujourd'hui, fixer le jour du scrutin dans les 4 mois qui suivent l'avis en tant que tel, et que le greffier avise le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la vacance du poste en tant que tel. Alors, proposé par Je vais le proposer. M. Duchesneau Proposé. et secondé par M. Éric Chagnon. Alors, en mon nom personnel et en celui de mes collègues du Conseil, on remercie Mme Caroline Bérubé pour les 32 mois de service public et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans sa vie, mais aussi dans son nouvel emploi qu'elle occupera très prochainement. Ce serait peut-être bon aussi de faire une lettre de remerciement pour les... Comme on le fait habituellement, oui. C'est bon, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres, peut-être des précisions en lien avec la vacance? Faire aux questions. S'il y a des questions. Oui, OK. Ouais, faire aux questions. On va le faire avec question. Oui. Alors, on va y aller également avec la trésorerie. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue, M. Roger Manta. 8.1, adoption, compte à payer ou à ratifier pour le mois de juillet 2020, 2 550 279,14. Donc, les comptes à payer ou à ratifier pour le mois de juillet 2020, on retrouve au niveau du fonds d'administration un montant de 1 209 393,99. Fonds d'immobilisation, 307 670,27. Au niveau des salaires nets et remises au gouvernement, 905 150,68. Carte de crédit, 3 387,88. Et paiement préautorisé, 124 676,32. Pour un total de 2 550 279,14. Si, ça me prendrait un proposeur. C'est pas toi qui le proposes. Je le propose, ça me propose, prendrait un secondeur, Roger, excusez. Alors, J'ai été clair. j'ai assisté ce matin à la rencontre avec M. Manta, les officiers, et tout nous paraît conforme et on a eu réponse à nos questions. Alors, je l'appuie. Merci de m'appuyer. 8.2, dépôt, certificat relatif au déroulement d'une consultation écrite tenant lieu de registre, règlement numéro 528-2020. Oui, attendu que lors de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal tenue le 19 mai dernier, le Conseil a adopté le règlement suivant. Donc, c'était le règlement numéro 528-2020 concernant une dépense et un emprunt au montant de 1 400 000 pour la réhabilitation et le renouvellement du réseau d'égouts et d'aqueducs. Attendu que, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel concernant l'urgence sanitaire, une consultation écrite tenant lieu de registre sur ce règlement d'emprunt a été tenue. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal prend acte du dépôt du certificat attestant qu'aucune demande n'a été formulée par les personnes habiles à voter dans le cadre de la consultation écrite tenant lieu de registre relativement au règlement d'emprunt numéro 528-2020. En fait, le proposeur, j'aurais besoin d'un secondeur, Second. secondé par M. Martel. 8.3, règlement numéro 518-01-2020, abrogeant le règlement numéro 518-2019, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 70 000 pour l'acquisition de pièces maîtresses pour divers services. Oui. Donc, attendu que le présent règlement vise à procéder à l'abrogation du règlement numéro 518-2019, adopté le 16 avril 2019, considérant que la nature de l'objet et que le montant de l'emprunt furent modifiés, attendu la présentation et le dépôt d'un projet de règlement et qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de l'Assemblée ordinaire tenue le 21 juillet dernier par le conseiller M. Martel. Donc, en conséquence, résolu que le règlement numéro 518-1-2020, abrogeant le règlement 518-2019, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 70 000 pour l'acquisition de pièces maîtresses pour divers services soit adopté tel que rédigé. En fait, le proposeur, j'aurais besoin d'un secondeur, Second. secondé par M. Martel. 8.4, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation. Donc, c'est deux résolutions qui vont suivre, qui sont en lien avec le même item concernant attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour des montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Latuc souhaite émettre une série d'obligations, soit une série d'obligations par échéance,
pour un montant de 2 849 000 qui sera réalisé le 1er septembre 2020. Donc, il y a 27 règlements d'emprunt qui figurent à l'intérieur de cette liste, le plus vieux daté de 2001 et le plus récent de 2020, attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Donc, en conséquence, résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit, soit une obligation par échéance seront datées du 1er septembre 2020, que les intérêts seront payables semi-annuellement le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, et que les obligations soient signées par le maire et la directrice des finances et trésorières, Mme Christine Gervais, Villatuc, tel que permis par la loi en conséquence. Et c'est tout. Désolé. C'est une résolution qui est très technique. Très longue aussi. Très longue et très technique, donc on s'en va en refinancement pour financer plusieurs règlements d'emprunt. Mais nécessaire. Et nécessaire. Puis Roger ne fait pas de profit là-dessus. Non. Zéro. Dommage. Je m'en fais le proposeur. J'aurais besoin d'un secondeur. Secondé. Secondé par M. Mercure. 8.5. Adjudication, vente d'une émission d'obligation, financement à long terme de règlement d'emprunt déjà approuvé au montant de 2 849 000. Donc là, c'est le financement. Donc, attendu que la Ville de Tuc a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique, soit le service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligation datée du 1er septembre 2020 au montant de 2 849 000 $. C'est encore les 27 règlements d'emprunt qui sont datés de 2001 à 2020, qui totalisent le montant de 2 849 000 $. Donc, on a reçu 3 soumissions. La première étant Valeur mobilière Banque Laurentienne avec un taux de 1,28 %. Financière Banque Nationale, un taux de 1,32 % et Valeur mobilière Desjardins avec un taux de 1,35 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeur mobilière Banque Laurentienne s'avère la plus avantageuse. Donc, en conséquence, résolu que l'émission d'obligations montant de 2 849 000 $ de Ville de la Tuque soit adjugée à la firme Valeur mobilière Banque Laurentienne et que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission. Merci. Je m'en fais le proposeur. J'ai besoin d'un secondeur. Appuyé. Secondé par M. Martel. Sécurité incendie, on n'a pas d'item. En 10, je passe la parole à M. Mercure. 10.1. Rejet de soumission. Développement de la neige, secteur 1. 3 ans. VLT-2020-024. Oui. Attendu que lors d'un appel d'offres public se terminait le 29 juillet dernier, 3 soumissions ont été reçues. Donc, la première étant les agrégats d'Annie Morissette pour un montant de 174 812,69 $. La deuxième étant les gestions Anna Carrier de 205 117,96 $. La troisième étant de Bétonnière-la-Tuque au montant de 209 281,70 $. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal rejette l'ensemble des soumissions dans le cadre de l'appel d'offres pour le déblaiement de la neige secteur 1 pour une période de 3 ans, et ce pour des raisons de dépassement de coûts, et que ce conseil municipal autorise de retourner en appel d'offres public en modifiant non, même pas modifié, excusez-moi, il y a une coquille, retourner en appel d'offres, point, pour le déblaiement de la neige dans le secteur 1 également. Alors, je propose. Je vais l'appuyer. 10.2. Adjudication, gainage des conduites d'égout pluvial, VLT-INV-2020-010. Attendu que lors d'un appel d'offres sur invitation qui s'est terminé le 30 juillet dernier, une seule soumission a été reçue. Donc, la soumission que nous avons reçue, c'est les excavations La Fontaine de Lévis au montant de 43 035,69 $. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour le gainage des conduites d'égout pluviales aux seuls soumissionnaires conformes, soit les excavations La Fontaine incorporée de Lévis au montant de 43 035,69 $, taxes exclues,
conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Alors, je propose. Je vais seconder. Liste 3, adjudication, services professionnels, élaboration d'un plan d'intervention en infrastructure routière locale, VLT-INV-2020-024. Attendu que Ville-de-la-Tuque a procédé à un appel d'offres de services professionnels sur invitation pour l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructure routière locale, attendu que suite à cet appel d'offres de services qui se terminait le 6 août dernier, une seule soumission a été reçue. Donc, le soumissionnaire étant Pluritech Limité de Thetford Mines, a obtenu un pointage intérimaire de 97 sur 100 au montant de 32 000 $. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat des services professionnels pour l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructure routière locale au seul soumissionnaire conforme ayant obtenu le pointage requis, soit la firme Pluritech Limité de Thetford Mines au montant de 32 000 $ taxes exclus, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Je propose. Je vais seconder. On s'en va à l'urbanisme et développement du territoire. 11.1. Autorisation, demande de modification du certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et lutte contre le changement climatique. Oui. Poste de transbordement. Attendu que le projet de réaménagement du poste de transbordement nécessite l'obtention auprès du ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques, une modification du certificat d'autorisation conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Donc, en conséquence, résolu que Ville-de-la-Tuque autorise la firme d'ingénieurs Pluritech à présenter pour au nom de Ville-de-la-Tuque une demande de modification de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Je propose. J'appuie. Ça va à 12. Au point 12, loisirs, culture et développement touristique. 12.1, adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes année 2020. Oui. Donc, attendu que Ville-de-la-Tuque soutient annuellement les efforts et les actions des différentes organisations en sport, culture, loisirs, vie communautaire, touristique et plein air établies sur le territoire de la Tuque, attendu que ce conseil désire renouveler la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes pour une période de 1 an, attendu que cette politique établit des paramètres lui permettant d'analyser de façon objective et équitable les demandes d'aide financière provenant des organismes. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal adopte la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes révisée en date du 4 février dernier et que ce conseil municipal reconnaît le soutien financier, ce pour une période d'un an. Les différents organismes décrits ci-dessous autorisent la trésorière des finances et directrice à effectuer le versement pour un montant totalisant 56 806 $ et que les organismes reconnus s'engagent à respecter les différentes obligations décrites à l'intérieur de la politique. Donc, c'est des montants qui sont donnés en vertu de cette politique à différentes organisations. Donc, ça peut varier même de 118 $ jusqu'à 2 500 pour différentes organisations, tout dépendant des critères et des organisations pour lesquelles font la demande à l'intérieur de cette politique. Vrai, puis en plus, je compléterais jusqu'à temps que M. Chagnon puisse proposer. Là. On a une politique de reconnaissance pour le tourisme, on a une politique de reconnaissance loisirs, on a une politique familiale aussi, municipale, et on a une politique culturelle. Tout ça, ça s'insère dans un budget qui totalise pour Ville-de-la-Tuque plus de 800 000 par année en subvention. Donc, je pense que c'est important. Les Lettucois et les Lettucoises font énormément d'efforts. C'est pris à même l'administration des taxes, des finances de Ville-de-la-Tuque. Donc, je le répète, autant pour les subventions d'activités ou les subventions des différentes politiques. Et ce n'est pas le maire qui décide non plus. C'est un comité
avec lequel il y a des paramètres importants. Donc, c'est une valeur de plus de 800 000 qui sont annuellement desservis au niveau des organismes, au niveau de la population latsquoise. Alors, je vous laisse, M. Chagnon, le proposer. Je m'en fais le proposeur, ça va me prendre un secondaire. Le second. Au point 12.2, autorisation de tarification du complexe sportif de l'école secondaire Champagnat, saison 2020-2021. Oui. Attendu la recommandation de la directrice du service du loisir et de la culture en date du 5 août dernier concernant la tarification et la programmation du complexe sportif de l'école secondaire Champagnat pour la saison 2020-21. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal fixe la tarification suivante pour la saison 2021 du complexe sportif Champagnat. Donc, c'est les mêmes, il y a un statu quo par rapport à la tarification de l'an passé en ce qui a trait à la tarification de cette année. Donc, c'est la même tarification. Vous allez pouvoir la consulter sur le site Internet de la Ville de Latuc dans les prochains jours concernant cette tarification-là qui va concernant des plateaux sportifs, les différents plateaux sportifs, donc les gymnases, le gym en tant que tel, le badminton, tous les sports que vous pouvez pratiquer à l'intérieur de l'école Champagnat au niveau du plateau sportif. Alors, je vais m'en faire le proposeur, ça va me prendre un secondaire. Je vais l'appuyer. M. Duchesneau. Monsieur Jean Duchesneau. Au point 12.3, non, ça c'est beau. Ah non, autorisation du tarification du Colisée municipal, Oui. Donc, saison 2020-2021. Donc, attendu la recommandation de la directrice du service du loisir et de la culture en date du 5 août dernier concernant la tarification du Colisée municipal pour la saison 2021. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal fixe la tarification suivante pour la saison 2021 du Colisée municipal. Donc, encore là, ça reste la même tarification que l'an passé. Il n'y a aucune augmentation au niveau des taux. Donc, par exemple, un taux de location pour la saison, c'est 116 $ de l'heure. Vous allez pouvoir, comme je le disais précédemment, retrouver cette tarification-là sur le site Internet de la Ville ou communiquer directement avec le service des loisirs pour obtenir de plus amples informations, mais c'est le même montant que l'an passé. Il n'y a aucune augmentation. 116 pour certains organismes. Pour certains organismes, mais c'est pas un... Les loups, c'est 109. 109 pour les loups. Pour le hockey, les loups, c'est 69. C'est 69 exactement pour le hockey. Donc, il y a différentes tarifications, des tarifs quand même très avantageux pour les gens qui utilisent le Colisée municipal. Alors, je vais le proposer, ça va me prendre un appui. Je vais seconder. Monsieur Roger Manta. Au point 12.4, autorisation tarification du passeport santé, saison 2020-2021. Oui. Attendu que Ville-de-Tuc désire encourager la population à développer un mode de vie physiquement actif en minimisant les obstacles à la pratique d'activités physiques, attendu qu'avec l'adoption de la politique de la famille, des aînés et des saines habitudes de vie, le Conseil désire réitérer son engagement à contribuer à la santé de ses citoyens, attendu que le passeport santé est destiné aux résidents de la Ville de Latuc, lequel donne droit à un accès aux installations sportives dont la Ville est gestionnaire, soit Ski Latuc concernant les glissades sur tube, le Colisée municipal concernant le patinage et le hockey libre, et le complexe sportif pour les gymnases, pour une période de 1 an, attendu la recommandation de la directrice du service du loisir et de la culture en date du 5 août dernier, concernant la tarification du passeport santé. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal fixe la tarification suivante pour l'achat du passeport santé, valide pour une durée d'1 année à compter de la date d'achat. Donc, les taxes sont incluses. Encore là, c'est la même tarification que l'an passé, aucune augmentation. Pour une personne, le passeport santé est fixé à 100 $ et ainsi de suite pour le nombre de personnes qui se rajoutent à un prix très avantageux. Par exemple, 2 personnes, c'est 140 $ pour bénéficier de glissade sur tube, toutes les infrastructures à l'intérieur du complexe sportif Champagnat. Il y a aussi également la bibliothèque qui rentre à l'intérieur du passeport santé. Alors, je vais le proposer, ça va me prendre un appui. Je vais l'appuyer. René Mercure. Au point 12.5, adjudication, acquisition de 3 canons à neige et accessoires de remplacement, VLT-2020-023. Oui.
Tandis que lors d'un appel d'offres public se terminait le 28 juillet dernier, une seule soumission a été reçue. Donc, le soumissionnaire étant Turbo Cristal Incorporé de Bois-Châtel au montant de 104 250 $. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour l'acquisition de 3 canons à neige et accessoires de remplacement au seul soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Turbo Cristal Incorporé de Bois-Châtel, au montant de 104 250 $ taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Je vais le proposer si on prend un appui. Appuyé. M. Martel. Luc Martel. Au point 12.6, adjudication, construction d'un abri terrasse au Parc des Chutes, VLT-INV-2020-025. Oui. Tandis que lors d'un appel d'offres sur invitation qui se terminait le 30 juillet dernier, 3 soumissions ont été reçues. Donc, la première étant de Villeneuve et Fils de Latuc au montant de 72 500 $. La deuxième étant l'entrepreneur général Éric Bonenfant de Latuc au montant de 83 293 $. Et la troisième soumission étant Construction Richard Champagne de Saint-Tite au montant de 104 920 $ et 75. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour la construction d'un abri terrasse au Parc des Chutes au plus bas soumissionnaire conforme, soit Villeneuve et Fils de Latuc au montant de 72 500 $ taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Alors, je vais l'appuyer, ça va me prendre un secondaire. Le secondé. Roger Manta. Les autres points avaient été retirés de l'ordre du jour. Fait que je vais passer les prochains points au mot du maire. Alors, en ce qui a trait au mot du maire, quelques informations en vrac. D'abord, vous allez vous rendre compte qu'on revient à la normale au niveau de la rue commerciale, qu'on avait permis piétonnière cet été, du mois de juillet jusqu'à la mi-août. Donc, c'est important. Je pense demain, dans la journée, on va pouvoir circuler, en fait, sur la rue commerciale dans son entièreté. Il restait des travaux à terminer. Il faut remettre en place les trottoirs, là. Pour ceux qui avaient des terrasses, là, sans les nommer, je pense que vous connaissez déjà la disposition de la rue commerciale. Alors, c'est un retour à la normale. Je ne vous cacherai pas qu'il y a eu... moi, je n'ai pas eu tellement de commentaires négatifs. Cependant, je vous dirais qu'on aurait préféré, en tout cas le conseil, continuer l'aventure, mais la demande n'est pas venue. La demande est venue plutôt d'un retour à la normale. Donc, c'était une première cette année. C'est quelque chose aussi qu'on pourra répéter les autres années si la demande de la population, mais aussi des commerces, si la demande était faite, bien, je pense que nous irions aussi de cette façon-là. Donc, ça a quand même été, de façon générale, apprécié, je vous dirais. Donc, peut-être une petite anecdote vécue. Comme vous le savez, des fois, les gens avec les pharmacies, souvent c'était le commentaire qui revenait, le stationnement pour les fameuses pharmacies. Alors, une journée, une dame qui voulait parler absolument au maire. Alors, elle m'a dit, M. Tremblay, je ne peux pas aller à la pharmacie parce que habituellement, j'utilise le stationnement adjacent, le stationnement Gravel qu'on appelle. Et là, ben, écoutez, tout marche à la rue commerciale, c'est compliqué. Alors, j'ai dit, moi, je vous promets, je vais vous chercher chez vous, je vous amène près d'un stationnement, puis vous allez avoir vous déplacer moins loin que le stationnement Gravel. Alors, ma promo, fait que je suis parti de l'hôtel de ville, je suis allé la chercher chez eux. Et je l'ai amené sur la rue Tessier, juste derrière le restaurant des Lits. Tout ce qu'elle avait à faire, c'est de partir du stationnement des Lits pour se rendre à la pharmacie, ce qui était moins loin que le stationnement Gravel, entre autres, où elle m'a dit, écoutez, c'est moins fatigant de le faire par là, il n'y a pas de pente. Et ce qui a été drôle, elle va sûrement se reconnaître, mais c'est qu'elle m'a dit, jamais j'aurais pensé qu'il y avait autant de stationnements sur la rue Tessier, parce que ça faisait au moins 20 ans que je n'étais pas passé sur la rue Tessier. Alors, c'était une petite anecdote
Tout ça pour vous dire que les gens pensaient manquer de stationnement, mais si on parle de Tessier, si on parle de Saint-Antoine, si on parle de la rue Saint-Louis, c'est plus de 475 stationnements qui étaient disponibles. Et on avait augmenté dans le stationnement Gravel aussi des stationnements pour les gens qui sont à mobilité réduite. Alors, donc, retour à la normale pour la rue commerciale. Également, j'avais oublié ce point lors de la dernière assemblée. J'aimerais remercier au nom du conseil aussi M. Jean-Guy Gauvin. On oublie souvent M. Gauvin. Il a été le financier avec Ville de la Tuque du feu d'artifice qu'on a eu dernièrement, alors au mois de juillet. Donc, je voulais en profiter pour remercier M. Gauvin de sa générosité et aussi de sa participation aux activités de la Tuque. Je pense que c'est important. Également, au niveau de la COVID, la fameuse COVID que l'on vit tous, un seul cas. On a vécu notre premier cas après 5 mois de péripétie. Écoutez, ça s'est bien passé, il n'y a pas d'éclosion à la Tuque. Cependant, j'aimerais revenir sur tout l'aspect préventif que l'exercice commande. Moi, je tiens encore une fois à saluer le travail de la population. On n'a pas tellement de problèmes avec le COVID à la Tuque. Les gens sont assez disciplinés. Je ne m'en cache pas. Les gens portent le masque. On n'a pas de problème dans les différents endroits publics. Je le vois également à l'hôtel de ville où on fait remplir, comme la plupart des endroits aussi, un registre. C'est pas toujours évident, c'est tannant. Mais on a une très belle collaboration des gens. Alors, il faut demeurer patient. Je dis bien patient pour ne pas être le patient de ce virus-là. Donc, j'invite la population à continuer à se protéger et à faire preuve de cette patience et de cette prévention dont on a tant de besoin, surtout à l'approche des activités scolaires qui s'en viennent et qui rendent peut-être les gens un petit peu plus inquiets. Vous savez, à la TUC, comme certains autres employeurs, on vit des périodes où on doit embaucher des gens. Donc, on est à la recherche de personnel au niveau d'un superviseur en environnement, un inspecteur aussi en environnement ou inspectrice en environnement. C'est important. Les gens ont choisi d'aller travailler soit pour le ministère ou à leur propre compte. Également, on a besoin de semi-secrétaire commis, brigadier scolaire. Donc, c'est important aussi. S'il y a des gens que ça peut intéresser, c'est passé dans les différents médias, mais j'aime bien le rappeler. Également, le fameux dossier de l'Église, où dès au mois de juillet, j'avais fait état d'une idée qui évolue. D'ailleurs, je reçois énormément de commentaires en ce qui a trait au déplacement, je le rappelle. Ce qu'on souhaiterait au niveau de la ville, au niveau du conseil municipal, comme on le sait, la bibliothèque actuelle, Annie Saint-Arnaud, en passant, on ne changerait pas le nom déménagerait avec la bibliothèque. Ça m'a été demandé dernièrement, mais je tiens à rectifier que la bibliothèque, même si elle déménageait dans le bâtiment de l'Église actuellement, elle porterait quand même le nom d'Annie Saint-Arnaud. Alors, on a rencontré des gens de la fabrique, soit Mme Fréchette, M. Valérien Do et Mme Sylvie Girard le 4 août dernier. Alors, on leur a parlé de l'idée qu'on développait tranquillement. On fait une présentation aussi à l'ensemble des mariés de leur conseil. Et elle m'a rappelé 2 jours après pour me dire qu'il y avait beaucoup d'ouverture, tant qu'au projet ou à l'idée du projet de la bibliothèque dans l'Église. Pour vous faire une petite rétrospective, c'est qu'en fait, la bibliothèque, je le disais, nécessite des soins. Ça a besoin d'amour, le bâtiment s'effrite. On n'a pas dire s'en va, ne répond plus non plus en termes de besoins. On a besoin d'un peu plus grand. On a un virage web aussi à faire. On a été en appel de subventions et malheureusement, on n'a pas obtenu les subventions pour procéder aux différentes modifications ou à la rénovation de la bibliothèque actuelle. Alors, l'idée est venue de possiblement, je dis bien possiblement,
déménager cette bibliothèque-là dans le bâtiment actuel de l'Église. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, la démolition, si c'était envisageable, de l'Église actuellement coûterait plus d'1 million. Si on parle de reconversion, c'est aussi 1 million. Et si on parlait de reconditionner, parce que ça a besoin d'amour aussi, le bâtiment de l'Église, alors on parle également de plus d'1 million de dollars. Alors, c'est un bâtiment qui est à valeur patrimoniale depuis 2010. Ça a été déclaré par la Ville, cité d'ailleurs, comme on le dit. Donc, on va aller vers un mandat, je dis bien un mandat plus clair. Moi, la façon dont je vois ça avec le Conseil, c'est qu'on aimerait que la population puisse se prononcer. Le plus de monde possible, de 7 à 97 ans, puisse se prononcer si on veut en faire un projet collectif, un projet de société. Donc, on sait, éventuellement, il va falloir investir également et de continuer à travailler, si c'est le cas, pour aller chercher davantage de subventions. Comme on le sait, le bâtiment a également été reconnu au niveau de l'orgue. Je pense que c'est important. Et également, il va y avoir une réflexion. Il y a un multi-usage, mis à part la bibliothèque, qui pourrait être faite. Je pense à du tourisme, je pense à de la culture, je pense à du touristique, historique. Écoutez, on pourrait là, en parler. Là, il y a différentes idées aussi qui sont brassées depuis qu'on a parlé de cette possibilité-là. Alors, on va consulter la population. Là, on se sort tranquillement du COVID parce que ça nous oblige, la Ville, à beaucoup de réglementations. Donc, plus les semaines vont passer, plus on va être en mesure d'identifier de quelle façon on va être en mesure de sonder la population pour avoir un mandat très clair. Si c'est le cas, il va y avoir création d'un comité. Donc, un comité sérieux qui va piloter le dossier du déménagement et de la reconversion de l'Église actuelle en bibliothèque, si c'est le cas. Alors, c'est bien certain que c'est conditionnel. Je ne veux pas m'avancer trop loin, mais on a demandé également et rappelé qu'on voulait les états financiers du bâtiment à jour. Et on sait qu'il y a un coût pour la bâtisse. C'est des choses qu'on devra discuter. Et on veut maintenir aussi le partage de certaines activités. Ce n'est pas un dossier qu'on veut créer ou qu'on sort le mardi pour le créer le mercredi matin. Je pense qu'il va falloir prendre notre temps aussi à l'intérieur de ça et permettre que les activités actuelles de culte, soit les services sacramentels dont que l'Église dispose actuellement, puissent se continuer. On sait qu'il y a peut-être plus de 300 paroissiens qui vont à la messe aussi. Alors, tout ça, il faut que ça se fasse de façon graduelle. Ça pourrait s'intégrer aussi dans le modèle multiservice ou multi-activité qu'on va. Alors, je vais le rappeler constamment à l'ensemble des activités et au niveau du greffier et du petit comité local qu'on a avec Mme Langlais aussi au niveau des communications. On va prévoir vous consulter incessamment. En tout cas, je le souhaite ardemment avant les fêtes. Donc, pour qu'on puisse regarder toute la question de ce déménagement-là. Également, nous voudrions aussi faire nos condoléances, sincères condoléances à notre confrère, M. Roger Manta, qui a perdu sa mère récemment, Mme Eva Piché-Manta. Donc, Roger, nos plus sincères condoléances, c'est du Conseil. Alors, ça terminait les points du maire en ce qui a trait à l'ordre du jour. Donc, pour les activités à venir, écoutez, je vous invite à communiquer, pas à communiquer, mais du moins à voir la publicité qui est faite via le site web de Ville de Latuc. On en a peu, on n'en a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose avec l'effet de la pandémie de la COVID. C'est assez tranquille, on ne s'en cachera pas, mais vous pouvez quand même visiter les activités du site web. Alors, je vais y aller avec les commentaires des conseillers. Je vais débuter avec notre ami de parrain, M. Chagnon.
Oui, j'aurais 2 points précisément. D'abord, je voudrais souhaiter bonne chance à Caroline dans sa nouvelle carrière. C'est pas facile la politique, j'en sais quelque chose. Fait que c'est un choix qu'on fait de rester ou de partir. Il y a des journées que moi aussi je partirais. Il y a assez de problèmes des fois à régler que ça en est décourageant des fois. Fait que il y avait ce point-là. Puis il y avait l'autre point aussi. On a encore vécu apparemment hier une panne d'électricité qui a duré 7 heures. Fait que dans le dernier mois et demi, on a eu un total d'environ 60 heures pas de courant. Fait que 60 heures pas de courant, là, ça me dépasse. Il y a des journées, moi vous dire, là, quand je vois les gros nuages gris foncé arriver, là, je m'arracherais les derniers cheveux que j'ai sur la tête, mais je pense qu'ils vont tomber avec le temps. Là. Quand tu as à faire 400 km aller-retour pour te faire une épicerie, puis il t'arrive des pannes de courant comme ça, là, normalement c'est la ligne, là c'est rendu le poste. Je sais plus c'est quoi qui va avoir le prochain coup, je sais pas à quoi m'attendre, là. Mais je pense qu'on a une preuve comme c'est là que les génératrices, mais c'est pas un luxe, hein. C'est vraiment essentiel, puis je m'attends à les avoir au PC. Puis c'est sûr que ça m'encourage dans mes démarches là, face à Hydro-Québec. Là, je lâcherai pas le morceau. Puis je dirais à ceux qui écrivent des mots sur Facebook, comme quoi qu'il faut être patient, puis il faut être tolérant. Non, moi c'est fini ce bout-là. Moi je m'attends à plus avoir de panne comme j'ai eu là. Je pense que je suis vraiment, là, je vous dirais, les gens apparents, on est vraiment écœurés de cette situation-là. On espère que ça va finir le plus tôt possible. On espère que les génératrices vont arriver à Parent le plus tôt possible. Et je me suis rendu sur le terrain spécialement avec un monsieur d'Hydro-Québec pour voir un site. Fait qu'on espère que tout ça va avancer et ça va rentrer dans l'ordre. Je pense que on mérite d'avoir du courant autant qu'ailleurs, partout en province. On paye nos comptes, puis on veut profiter de nos barrages, nous autres aussi. Fait que c'était ça mes mots, là. Ça se résume pas mal à ça. T'avais-tu 2 mots sur la rencontre que vous avez eue le 30 juillet ou tu veux que j'en parle? Du débriefing que tu as eu? Vas-y, on va te laisser la parole. OK. Je vais être trop émotif un peu, là. Alors, pour compléter ce qu'Éric précisait, c'est qu'il y a eu des pannes le 1er, 17 et 18 juillet. Ça totalise des pannes apparentes là, qui sont l'ordre de pratiquement tout le temps 20 heures. Donc, c'est toujours le même problème, c'est que la ligne est en décrépitude. Écoutez, il y a des endroits où c'est une ligne qui est en bois. On l'a déjà dit à plusieurs niveaux. Plusieurs médias également l'ont rapporté. Donc, qui a fait son temps, qui a plus écoutez, qui a été construit là, dans les années, là, ça fait un bout de temps. En tout cas, je pense que c'est 84, l'année de construction de cette ligne-là. Et ça a été mangé par les fourmis charpentières. Les pics-bois ont mangé les fourmis. Puis finalement, on passe le bras au travers des poteaux, des portiques qu'on appelle. Donc, il y a beaucoup de travaux à faire. On s'en va vers une solution où ces poteaux-là vont être changés par de l'acier, donc des poteaux en acier, ce qui devrait être beaucoup plus durable. Alors, ce qui est entendu avec Hydro-Québec dans les prochains mois, c'est un blitz. On va reprioriser les travaux de la ligne de transport, en fait. Donc, cette ligne-là a plus de 58 km, c'est 283 portiques ou structures qui supportent ces fils-là. Alors, il y en a plus d'une quarantaine qui ont été faites, pour ne pas dire peut-être 50 aujourd'hui, et il y en a plus d'une centaine à faire. Donc, quand Hydro nous dit on va reprioriser le dossier, vous savez, avec la COVID, on a lâché un peu tout ce qui s'appelle entretien préventif au niveau d'Hydro. Donc, ce qui va être fait, c'est qu'ils vont intensifier les travaux à partir de maintenant. Ce qui semble nous dire, c'est qu'ils vont faire un appel à tous les monteurs de lignes qui pourraient être disponibles au Québec. Ils vont faire un genre de task force avec ça. Et puis, une force de travail qui va, bien sûr, auquel on va devoir héberger à Parent, auquel il va falloir fournir également des services de restauration et des endroits aussi pour être capable de mettre tout le matériel à venir, parce qu'il y a beaucoup de matériel. À l'heure actuelle, c'est compliqué parce qu'ils doivent se déplacer en hélicoptère. C'est une ligne qui n'est pas accessible tout le temps par les chemins forestiers. Donc, en ayant des gens sur place
qui vont blitzer ou qui vont travailler sur cette ligne-là, du moins dans l'entretien, parce que tout ce qui va être fait en entretien va déjà être obligé d'être revu avec la construction de la ligne neuve qui est prévue en 2021 pour une mise en service en avril 2022. Alors, je pense que c'était important de vous en parler. On a un comité auquel M. Chagnon, comme conseiller, fait partie, M. Letiec, moi-même. Donc, il y a des gens aussi à l'interne, d'autres directions de services qui vont s'ajouter. Et la grande question était aussi l'aspect de ne pas laisser les gens de parents à eux-mêmes. C'est un petit village, en fait, on le sait. On a même une industrie, une scierie qui roule là-bas. C'est plus de 350 personnes. Il y a des dépanneurs importants. Il y a également des services. Il y a des blocs de HLM. Il y a un CLSC. Donc, tous ces services-là doivent être couverts et, pour ne pas dire l'ensemble aussi de la population. Pendant les travaux qui ne sont pas encore, semble-t-il, acceptés par le gouvernement, c'est des travaux de plus de 30 millions. Chaque mois qui passe, j'imagine que la facture fluctue également. Donc, tout ça fait en sorte que pendant ces travaux-là, il va y avoir un groupe électrogène, une génératrice de calibre là, plus industriel qui va être installée, qui va assurer le service le temps de tous ces travaux-là. Mais en attendant, pour sécuriser la population, on a travaillé pour l'ajout de petits groupes électrogènes, comme on avait vécu également en 2018. Donc, c'est 3, 4, 5, 6 petits groupes électrogènes génératrices qui permettaient de desservir plus de l'ensemble de la population et des endroits qui sont soit vulnérables ou extrêmement nécessaires. Comme vous le savez, là, M. Chagnon le disait, lorsque les gens sont apparents, à la TUC, si on manque de quoi, on va à l'épicerie, là, mais apparents, les gens doivent faire les provisions. Alors, ils ont des congélateurs, j'espère que c'est à ne pas en douter. Donc, il y a eu des pertes aussi de nourriture. Dans le passé, on a perdu également des médicaments. Comme on le sait aussi que la COVID, c'est très difficile, on n'a même plus le train actuellement. Donc, la livraison des épiceries, la livraison de toutes les denrées de quelque nature que ce soit sont difficiles. Alors, les gens se ménagent, les routes ne sont pas toujours belles. Imaginez que les pluies et les orages qu'on a, on vit une année assez d'exception. Alors, pour ces gens-là, il est important, je pense que M. Chagnon le dit, et on partage également ce qu'il vit. Donc, c'est un service essentiel et on souhaite que ça se rétablisse le plus tôt possible. Donc, le comité de travail travaille pour améliorer cette situation-là tout en étant bien conscient. Hier, c'était un autre problème, c'était un transformateur qui a sauté. Une chance, il y avait des équipes sur place, mais comme on vous dit, c'est pas drôle à vivre pour la population de parents et on travaille pour améliorer la situation avec Hydro-Québec. Alors, je ne sais pas si tu voulais ajouter de quoi ou si Marco voulait ajouter fait le tour. Alors, Éric, est-ce que ça va? Non, je n'ai rien à ajouter. C'est beau? Oui, ça va. Merci. Alors, M. Martel, pour vos commentaires. Bon, juste un point. Je vais aller dans le même sens que Éric. Je souhaite bonne chance à Caroline dans ses nouvelles fonctions. C'est tout. Merci. Alors, M. Duchesneau? Oui, je voulais également souhaiter bonne réussite à Caroline dans ses nouvelles fonctions, dans son nouveau travail aussi. Alors, la remercier aussi pour sa participation municipale. Et j'avais un petit message d'intérêt public. Le 26 août, il va y avoir l'Assemblée générale de la Corporation de transport adapté et collectif du Haut-Saint-Maurice. Alors, ça va se passer à la salle Parent du centre de santé. Et il va y avoir toutes les mesures de distanciation et tout le monde a été, les membres ont été convoqués à cette assemblée. Alors, on souhaite que ça puisse avoir lieu dans la bonne démarche, là. Et c'est tout. Merci. M. Mercure. Oui, moi, juste un petit mot. Récemment, je ne suis pas dans le comité de circulation, mais j'ai été invité par le comité de circulation à assister à une assemblée où il était question de la nouvelle réglementation pour la vitesse dans le secteur Carignan,
quand les travaux vont être finis, pour le ministère des Transports a demandé des recommandations à Ville-la-Tuque dans ce dossier-là. Puis la principale recommandation qu'on a suggérée au ministère... Ben là, on va attendre. On va en parler au conseil avant, je pense, Éric. OK, il faut en parler au conseil On avant. va en parler au conseil avant. OK, bon, on reviendra. Oui. C'est beau. Ça va. Ça avance. Ça avance. Avant. C'est ça, René, tu peux le dire que Je sais ça pas avance si ce tu dossier. voulais- je On sais va pas le- si on tu va voulais le- on va le mettre soumettre au conseil, puis après ça, on va une pouvoir fin en parler. ou donner les différentes options. Tu pourrais parler peut-être des différentes options, René, pareil. Finaliser, Ben, même s'il n'y a pas de décision, il y a quand même des options. Oui, il y a des options, mais non, je pense, moi dire comme Luc, je pense qu'il est préférable d'attendre d'en parler au conseil avant de... C'est beau. J'aime ça quand ça avance vite, moi. Excusez-moi. Pas de questions. Monsieur Manta. Également, je tiens à souhaiter bonne chance à Caroline dans son nouveau travail. Deuxième petit point, j'aimerais revenir sur l'item 10.3 de l'Assemblée de ce soir là, pour l'adjudication du service professionnel pour l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructure routière locale. On en avait parlé à la dernière Assemblée publique avec le nouveau comité de voirie, puis les gens du service technique. Les gars, ils ont fait des recherches, puis ils avaient découvert que le gouvernement subventionnait pour la réfection des chemins à vocation de niveau 1 et de niveau 2. On parle des chemins comme à Carignan, vers le Lac-à-Beauce, sur le rang ouest à La Croche, sur le rang sud à La Croche. Non, rang S et Rang Ouest. S et ouest. Puis là, on voit que ce soir, on a adjugé le montant de 32 000 pour la firme Pluritech. Dans le programme du plan d'intervention mis en place par le gouvernement, l'élaboration du plan d'intervention est subventionnée à 100 %. La firme Pluritech vont faire la tournée des chemins de niveau 1 et 2, puis ils vont déterminer tous les travaux qui vont être à faire sur ces chemins-là, que ce soit les garde-fous, l'asphalte, si on a besoin de refaire des structures de chemin, tout va être analysé par la firme Pluritech. Après ça, les chemins, nous autres, on va déposer la liste des chemins qui vont être admissibles selon le Ville de la Tuque au programme pour être subventionnés dans le plan d'intervention des infrastructures. Il y a un petit bémol. Au ministère, ce qu'on a découvert, c'est que la liste des chemins qui sont au ministère présentement, c'est une liste de chemins qui date de l'ancienne MRC. Donc, il va falloir qu'on fasse un travail pour présenter une nouvelle liste parce qu'il y a des chemins qui sont plus existants dans l'ancienne liste de la MRC, comme il y a des nouveaux chemins qui vont se présenter. Fait que là, on va avoir à représenter une liste nouvelle au ministère, puis faire un débat pour faire accepter les chemins qu'on va présenter pour adapter une nouvelle liste à notre réalité d'aujourd'hui. Mais si là, on réussit à faire accepter ces chemins-là, on devrait être capable d'avoir des subventions dans le plan d'intervention au gouvernement. Mais le plan d'intervention à lui-même est subventionnable à 100 % tant qu'il va y avoir de l'argent dans l'enveloppe du gouvernement. Fait que déjà, on voit que le travail est déjà commencé par les gens du service technique. Fait que ça avance quand même bien. On va suivre ça, on va vous tenir au courant. Les gens de La Croche, les gens de Carignan, vous allez être au courant. Puis, Rang des Amelins aussi. Rang des Amelins aussi. Fait que ça va être à suivre. Fait que c'était pas mal ça mon point. Je donne la parole, M. le maire. Merci. Monsieur le greffier, vous avez parlé pas mal, mais je ne sais pas si vous aviez des commentaires. C'est bien. Monsieur le directeur général, très tranquille. Bien, j'aurais peut-être juste à mentionner, M. le maire, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a vu une année assez particulière au niveau des événements météorologiques. Donc, j'invite les gens là, à se doter de la trousse de 72 heures, donc pour être autonome le plus possible. Je vous dirais même que moi, la semaine passée, j'étais en vacances et malgré mes vacances, j'étais en forêt. Et comme coordonnateur de mesures d'urgence, il faut être bien chaussé. Donc, si j'aurais pas eu ma scie à chaîne et mon VTT, moi aussi, j'aurais été un villégiateur isolé. Mais ayant les outils de base en forêt,
forêt, ben, on a été capable de s'en sortir parce que nous aussi, l'orage de mardi passé qui a tombé dans le milieu urbain en forêt, on y a goûté. Donc, j'invite les gens à être autonomes, c'est très important, surtout dans un milieu comme on est ici à La Tuque. On est isolé, beaucoup de personnes vont en forêt, donc s'assurer d'avoir toujours les outils appropriés et les véhicules appropriés pour se promener en forêt, c'est bien important. Merci. Alors, on y va avec les prochains points. Question des médias. Madame Tremblay. Bon, je vais commencer par vous lire une petite note pour ne pas me tromper, puis après ça, je vais laisser également le greffier vous expliquer quelques démarches. C'est pas que c'est complexe, mais on est plusieurs municipalités au Québec. Je vais vous lire, puis je pense que vous allez très, très bien comprendre. En fait, tenue des élections partielles et des référendums, on va oublier référendum parce que votre question porte sur les élections, là. Donc, il y avait un arrêté ministériel qui demandait que pendant la période de déclaration d'urgence sanitaire, il n'y aurait pas, en fait, de scrutin électoral, pas d'élection. Donc, c'était toujours rapporté tant aussi longtemps qu'il y avait une période de déclaration d'urgence sanitaire. Par contre, chaque municipalité qui avait des postes vacants, on a été invités, je vous dirais là, plus qu'invités, à communiquer avec nos directions générales par le ministère des Affaires municipales, donc pour faire état des différentes élections, soit le maire, soit les conseillers. Il y a même des endroits où ils n'ont pas de quorum. Donc, c'est plus complexe. Ils vivent, ces gens-là, ce qu'on appelle les administrations provisoires. Nous, ce n'est pas notre cas. Il manque un poste actuellement. Donc, le ministère répond aux demandes des municipalités dont le conseil ne répondait pas aux exigences de la loi pour fonctionner. Ça veut dire dont le poste de maire est vacant ou celles qui tiennent absolument à tenir un scrutin la suite d'une démission. Donc, comme je vous disais, s'il y a des gens, que ce soit le maire ou encore parce que si vous n'avez pas de maire, il n'y a pas personne qui veut se présenter comme maire, ils sont obligés de tenir une élection. S'ils n'ont pas quorum, ben là, ils sont obligés de tenir des élections. Par contre, il y a une nuance, et c'est celle-là que je vous lis. Nous avons par ailleurs été informés que le ministère examine actuellement la possibilité de proposer une modification législative afin de permettre aux municipalités qui le souhaitent d'attendre la tenue du scrutin général de 2021 pour pourvoir les postes vacants sur les conseils, étant donné le caractère exceptionnel de la situation. C'est que pour ce faire, il faudra attendre encore un peu, c'est ce qu'ils nous disent, pour savoir si une telle modification législative sera soit adoptée ou proposée, parce que ça demande à ce que les travaux de l'Assemblée nationale soient repris, puis qu'il y ait une modification du règlement ou de la loi. Et on sait que l'Assemblée nationale, à l'heure actuelle, ne reprendra pas ses activités avant le 15 septembre. Donc, ce qu'on nous demande, c'est d'être patient et d'attendre de voir s'il va y avoir modification, parce qu'il y a plusieurs municipalités qui demandent le report, autrement dit, d'être assujettis à la loi qui fait que si, disons, on était au mois de novembre, une démission à partir du mois de novembre, ce qui constitue un an avant les élections, vous connaissez la procédure, mais pour le public et pour ceux qui nous écoutent, ben on n'est pas tenu de faire des élections dans l'année. Donc, de novembre à novembre, pas d'élection. Par contre, là, comme on le sait, ça arrive avant. Et à l'heure actuelle, il y a, je vous dirais, il y a un lobby des municipalités pour lequel, si une ou deux personnes manquent, ben ils aimeraient plutôt ne pas avoir à faire cette dépense-là. Une élection, c'est à la tuque, là, je vous dirais, si je ne me trompe pas, c'est proche de 50 000. Bon, à peu près, mettez entre 35 et 50 000, dépendamment du quartier, là, parce qu'on a des quartiers un petit peu plus grands. Donc, vous comprendrez qu'il y a un lobby assez important. Si nous autres, ça nous coûte ces frais-là, donc ailleurs, ça peut être des frais qui sont plus élevés ou de cet ordre-là. Donc, les municipalités aimeraient bien ne pas être assujetties à l'heure actuelle au remplacement des conseillers ou conseillères dans les différentes municipalités. Donc, on doit attendre les nouvelles directives du ministère et comme les directives demandent une modification à la loi et que ça puisse se faire au niveau de l'Assemblée nationale, ben, on n'aura peut-être pas de nouvelles avant le 15 septembre. Je ne sais pas si Jean-Sébastien... Non, c'est très bien résumé, M. le maire. Cependant, au niveau peut-être en complément d'information,
c'est quand il y a plus de 12 mois de la vacance, dans le fond, qui date de l'élection générale, donc novembre prochain, le 7 novembre 2021. On se doit de combler cette vacance-là, comme M. le maire l'indiquait. Concernant la discussion, justement, avec le ministère des Affaires municipales, puis les représentations qu'il y a au niveau des différentes unions, la ministre étudie présentement la possibilité de reporter, justement, à l'élection générale. Cependant, comme président de l'élection, je me dois quand même, moi, dans les 30 jours qui suivent l'avis de vacances, fixer une date de scrutin. Donc, le 15 août, l'Assemblée publique du Conseil ordinaire de Ville-de-la-Tuque est le 15 septembre prochain, la journée de la reprise des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale. Donc, je vais devoir quand même, comme président d'élection, fixer une date de scrutin et aussi, en attendant peut-être éventuellement les modifications législatives qui vont être apportées justement pour permettre aux municipalités qui sont dans la même situation que la nôtre, parce que ce n'est pas nous qui faisons les représentations, c'est les unions qui nous représentent, justement de pouvoir nous permettre comme municipalité de reporter dans le fond ou de ne pas tenir d'élection partielle et d'attendre l'élection générale 2021 qui se déroulera le 7 novembre 2021. Donc, on est en attente. Présentement, c'est les informations qu'on a. Mais moi, comme président, je me dois quand même de fixer une date de scrutin dans les 30 jours qui suivent l'avis de vacances pour me conformer au niveau de la loi. Donc, le 15 septembre prochain, à l'Assemblée ordinaire du Conseil, je vais devoir quand même fixer un calendrier électoral sous toute réserve qu'il y ait des modifications législatives qui soient faites par le ministre des Affaires municipales. M. Scarpino. Oui, une petite question technique. Il y a eu le Approchez-vous un peu du micro parce que les gens à la TV, c'est plus compliqué. L'ancien gars de radio devrait comprendre ça, c'est vrai. Il y a eu le report de 4 items concernant le complexe culturel Félix Leclerc, les importants travaux de rénovation. Est-ce que ça peut entraîner des retards au niveau de la date où ça va être terminé tout ça? Puis j'aimerais savoir aussi où en sont rendus les travaux au moment où on se parle. Bon, en fait, il y a un comité qui travaille avec une chargée de projet à Ville-de-la-Tuque. Ça se fait en collaboration aussi avec la directrice du centre culturel. On a également un ingénieur sur le projet. Et là, j'oublie le nom du scénographe. Donc, tout ça, ça forme un comité. À l'heure actuelle, je ne vous cacherai pas que les premiers appels d'offres qu'on a faits, il y a eu des dépassements de coûts de plus de 550 000. Alors, c'est un peu complexe. Je vous dirais qu'on doit refaire l'analyse des coûts du centre culturel, d'où le fait que ce soir, on n'était pas prêt à passer quelques projets ou quelques séquences. Il va falloir revoir les étapes pour ne pas répondre à votre question peut-être de façon un peu plus claire, pour ne pas créer de changements dans le calendrier ou de report. On a en fait jusqu'à la fin du mois de septembre pour ne pas occasionner de retard. Donc, ça va nous permettre, en comité et en conseil également, de prendre des décisions par étape. Je dis bien par étape parce qu'on va devoir probablement retourner, je vous dis ça sous toute réserve, retourner en appel d'offres sur certains aspects du projet. Juste la question des bancs aussi, donc, puis des différents travaux. Ça ne se fait pas tout dans un même appel d'offres. Donc, il va falloir, comme je dis, refaire nos devoirs et présenter ça dans les prochaines semaines. Si on est prêt, on fera une assemblée spéciale ou une assemblée extraordinaire, comme la loi nous le permet. Mais l'idée n'est pas de perdre du temps. Ça pourrait nous amener là, tous ces travaux-là jusqu'en décembre et jusqu'en mars ou avril l'an prochain, c'est ce qui était prévu. Alors, pour rester dans les temps, comme je vous dis, on prend notre temps. C'est un dossier qui est important. Comme vous le savez, c'est un dossier qui est de l'ordre de 3,2 millions si on ajoute les subventions, les taxes et tout le tralala, là. Donc, je pense que c'est important que la Ville le fasse de façon très bien administrable. M. Mercier, ça va? Alors, on va y aller avec les questions du public. Alors, pour ceux qui ont des questions, je vous invite à mettre votre masque, s'il vous plaît. Vous approchez du micro, que les gens de la TV vous entendent. Déclinez votre nom aussi, s'il vous plaît. Tu peux l'enlever au micro, par exemple, pour qu'on vous entende bien.
Lucie Fortin, moi, je voudrais savoir, dans les projets d'infrastructure locale, s'il peut exister quelque chose pour l'asphaltage du boulevard du Charme. Ah bon, Parce que Ottawa. du gîte jusqu'à la résidence Caron, là, disons que c'est pas un champ de mine, là, mais on n'est pas loin de ça. Là. Je pense que les rangs ruraux sont plus beaux que ça. Là. Effectivement. Pas partout, mais ça fait on est bien sensible à cette question-là. La question est posée à j'espère Lucie souvent, quasiment. Oui, souvent. À l'heure actuelle, la façon dont on marche, c'est qu'on a un comité de voirie. On va prendre ça aussi en étude, en analyse. On est bien conscient. On a fait le coin là, sur le coin Bellevue et Boulevard du Charme. Et on est bien conscient. Il y a des coûts aussi. Parce que je vous ferai remarquer qu'on fait beaucoup plus de patchage, hein, des petits bouts. Ouais, ben, Bon, on a fait la rue Saint-Joseph. On fait aussi les travaux en fonction des égouts et de l'eau. Alors, on fait de notre possible aussi en fonction des budgets. C'est pas dit que dans les prochaines, je dis bien les prochains mois, ou la prochaine année même, on le fera pas là, d'ici, oubliez ça pour 2020, là, les carnets sont pas mal fermés, il reste la rue Kitchener à terminer, puis les budgets sont à peu près épuisés. Par contre, on peut regarder la possibilité pour l'an prochain ou dans l'autre année. Mais c'est des frais qui sont véritablement importants. ben, c'est sûr qu'on s'entend que c'est une grande distance, là, mais on se demande de quoi l'hiver va avoir l'air ou de quoi ça va avoir l'air au printemps prochain, parce que ça fait vraiment pitié. Oui, on est très d'accord, on est sensible à ça. Puis comme je vous dis, c'est facile d'arriver aussi puis dire on met une couche d'asphalte. C'est un peu ce qui s'est passé là, lorsque ça a été refait, ça, il y a quelques années. Mais de la façon dont on travaille, puis pour minimiser les coûts aussi au niveau de la population, la majorité des projets qui sont faits actuellement, si vous êtes moindrement observateur, vous allez voir qu'on en profite de changer les égouts, l'eau, les infrastructures aussi souterraines. Alors, ce qu'on découvre aussi, c'est qu'on a une ville qui a plus de 100 ans. Et l'asphalte, au fur et à mesure, je prends juste la côte de la rue Bostonais, la moitié de cette côte-là a un fond de ciment. C'était pas prévu. Alors, le boulevard du Charme, comme vous le savez, présente un problème d'ornière. C'est pas juste une question de surface ou de confort de roulement, c'est que le fond est probablement aussi à refaire. Et quand vous faites le fond... 4-7 de roues, là, tu te promènes, Effectivement. tu vas à gauche, à droite, là. Et quand vous faites le fond, ben c'est pas juste de mettre la couche, il faut refaire. Et les coûts sont aussi dispendieux. Alors, il faut revoir ça dans son ensemble. Fait qu'actuellement, dites-vous qu'on a mis sur pied cette année le comité de voirie. Ça donne de bons résultats. Je pense que les gens sont sensibilisés. Il y a René, il y a Roger, il y a toute l'équipe aussi à l'interne. Et on est bien sensible. C'est que je ne fais pas de promesses. Je prends normalement des engagements, vous me connaissez. Alors, c'est sûr que nous autres aussi, on a bien hâte de passer à autre chose puis de faire le boulevard du Charme, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de touristes aussi qui passent là, qui voient ça. C'est assez gênant. On en est véritablement conscient. Parfait. Merci. Oui, il faut que tu... Madame Blancheville. Des infections obligent. Merci, Hélène. Tu fais bien ça, Hélène. Oui, bonjour. Ben, mon nom, c'est Claude Boudreau. Dernière assemblée du conseil, j'avais demandé si je pouvais vraiment avoir un échéancier des travaux. Puis, M. Letiec, vous avez répondu qu'il pouvait m'en mettre un. Je ne sais pas ça va être quand. Je n'ai pas eu de nouvelles encore. Bon, je peux peut-être y répondre si tu veux compléter. En fait, vous parlez de la patinoire, là. Après ça, oui. Bon. Dans un premier temps, il fallait compléter le parc. À Carignan, le parc est complété. En tout cas, il est fait. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de le visiter, là. Oui. Mais c'est fait. On voit qu'il y a du monde qui se déplace aussi, qui l'utilise. En tout cas, moi, ce que j'ai vu dernièrement, c'est qu'il était utilisé. Là, il va falloir, je ne vous en cache pas, revoir non seulement l'échéancier, mais de prendre la décision si on y va avec une patinoire ou pas. Ça va se faire dans les prochaines semaines. Et on va communiquer à ce moment-là la décision si on y va avec une patinoire supplémentaire, oui ou non, mais vous aurez compris qu'il faut faire ce travail-là à l'interne avant. Donc, il y a un travail d'analyse, il y a des gens qui travaillent sur ça.
c'est pas moi qui prends la décision comme maire ou un ou deux conseillers, ça se prend d'abord avec le comité de travail qui est fait par la directrice des loisirs et des activités, Mme Paulus. Il y a des recommandations qui sont faites au conseil, il y a les budgets, et après ça, le conseil prend une décision finale en ce qui a trait à la patinoire. Donc, avant de vous présenter un échéancier, vous ne compterez pas de mentir, on va devoir travailler à l'interne et prendre une décision à cet effet-là. Ça va être quand à peu près? Bien, je vous dirais, là, on va être en mesure probablement d'ici le mois d'octobre à vous fournir une réponse. Parfait. Merci. Merci. Madame Langeville? Non, c'est sûr. C'est très clair. Merci, Hélène. Autre question du public? Alors, ça termine les questions du public. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers ou conseillers qui voulaient émettre des commentaires? Hélène, on a là-dessus des... Hélène? Oui, je savais, Hélène, on a-tu? Non, on n'a reçu aucune question. Aucune via question? InfoService. Puis pour compléter les questions, il y avait... Ouais, juste pour compléter, Oui. pour Lucie, à titre d'information, Lucie, la Ville a déjà fait faire une étude par le MTQ qui sont venus faire du carottage sur le boulevard du Charme à différents endroits pour analyser comme il faut c'était quoi la problématique, pourquoi qu'on avait tant d'orniérage que ça. Ils ont découvert qu'à bien des endroits, la couche d'asphalte était très, très mince, ce qui avait été fait là, quand le ministère nous a légué le boulevard du Charme, quand on a eu la voie de contournement. Puis, ils ont découvert aussi qu'au niveau de la structure, au niveau du sol, on a des grosses problématiques, ce qu'ils appellent de la fine. Je ne suis pas un expert, là, mais je te donne uniquement le terme. Puis ça, la fine, il faut que tu en aies un certain pourcentage. Il ne faut pas que tu dépasses ces pourcentages-là. Notre pourcentage est beaucoup trop élevé. Fait que la minute qu'on va commencer à refaire le boulevard du Charme, il va falloir changer la structure en dessous de l'asphalte. On n'aura pas le choix parce que notre structure n'est pas adéquate, ce qui fait que notre asphalte, comment on mettrait de l'asphalte neuf présentement par-dessus, ça va retravailler parce que notre sol, la structure en dessous n'est pas adéquate là, pour soutenir ça. C'est pour ça que les coûts sont très élevés quand on va décider de le faire. Là. On n'avait pas, pour cette année, on n'avait pas le budget pour faire ça. Les budgets qui avaient été alloués pour le pavage nous ont permis de faire les travaux qui ont été faits cet été. Fait que ça va demander un budget quand même assez élevé là, pour dire quand on va se lancer. Parce que quand on va faire cette job-là, ce qui nous est recommandé, c'est de le faire le plus possible dans une shot, de ne pas commencer à faire des petits bouts, de le faire d'un bout à l'autre. C'est meilleur encore comme travail, comme job. Merci, Roger. Alors, je lève l'Assemblée à 20h37. Merci à tous.